Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Michel, tu es député de la France Insoumise de l'Ariège, tu es membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et tu as écrit un livre à la fois historique et programmatique que tu as appelé Res Publica, Res Cultura, sous-titré Manifeste pour une politique culturelle aux éditions Bruno Le Prince. Alors justement, la politique culturelle de la France, c'est ce dont il est beaucoup question ces derniers jours avec les restaurants, les bars, les cafés et les boîtes de nuit. Les lieux culturels sont les seuls à demeurer fermés, pas les grands magasins de jouets, pas les boutiques de fringues, pas les églises ou les mosquées. Bref, qu'est-ce que cherche le gouvernement selon toi avec cette fermeture? Est-ce que tu comprends leur décision de laisser les musées, les salles de spectacle, les salles de cinéma fermées jusqu'à au moins le 7 janvier prochain? Là, de but en blanc, je te dirais non. De but en blanc, je te dirais non parce que c'est incohérent, parce qu'il n'a pas été prouvé que les salles de spectacle, les salles de cinéma ont été vecteurs de l'épidémie de Covid. Donc à partir de ce moment, on ne voit pas l'intérêt de les fermer plutôt que, je sais pas, on ouvre les églises, les temples, le matin, des centaines de personnes s'entassent sur les quais de métro pour aller travailler. Voilà, alors que les gens de culture, les théâtres, les cinémas avaient fait entre les deux confinements tout un protocole, mis en place tout un protocole qui fonctionnait, la preuve, il n'y a pas de retour de contamination de Covid à l'intérieur de ces salles. Donc j'ai envie de te dire non. Maintenant, ceux qui participent à l'éveil intellectuel et culturel de la population gênent toujours les régimes autoritaires, de toute manière. Donc, si tu veux, ils ont peut-être peur que dans ces lieux, ça devienne aussi des agoras peut-être contestataires. C'est ce que disait Jeanne Balibar hier au micro de France Inter, où elle disait que effectivement c'était pas une incohérence ou une absurdité ou simplement un paradoxe, c'était peut-être parce que précisément ces théâtres étaient des lieux les théâtres et les salles de cinéma pouvaient être des lieux de contestation. Je ne savais pas que Jeanne Balibar l'avait dit. C'est une spéculation. J'espère que je me trompe. Voilà. Alors après, moi j'ai une autre interprétation du fait qu'ils abandonnent cette culture et c'est une manière de commencer à pouvoir parler de ton livre, c'est que les salles de théâtre et les salles de cinéma restent fermées, c'est aussi parce que ça va essentiellement faire chier les bourgeois de gauche qui les fréquentent et pas les autres, pas tous les autres. Ouais, mais enfin ça fait pas chier que les bourgeois de gauche. Enfin, peut-être. Nous, on a quelques bourgeois de gauche en Ariège, mais on a très peu de cinéma. Et tu sais que dans mon département, il n'y a pas un établissement où il est inscrit théâtre au fronton. Tu sais ça? Eh bien, tu vois. Donc, nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt déjà qu'on en construise au moins un et qu'on puisse y aller. Et que ce ne soit pas seulement... Non, c'est pas une affaire. Peut-être qu'à Paris, c'est comme ça, mais je te rappelle qu'il existe une vie au-delà du périph' et que souvent, par exemple, tu vois, ici, on est à l'Assemblée nationale et ici, les lois, elles sont quasi toutes urbano-centrées. Je déborde un petit peu de ton propos, mais je vais te donner un exemple, par exemple. La loi directeur d'école. Les types disent, eh bien écoutez, on va faire une décharge d'éducation à partir de 8 classes dans les écoles. Tu sais combien j'ai d'écoles de 8 classes, moi, de plus de 8 classes en Ariège? Je ne sais pas si j'en ai 15, je crois pas. Donc tu vois, les lois sont urbano-centrées et des fois, le raisonnement même, la preuve de la presse ou d'autres, est très urbano-centré et parisiano-centré. Je vais te dire que nous, si les théâtres, ça nous emmerde aussi que les théâtres, je ne suis pas bourgeois de gauche, je suis à gauche et bien à gauche, bien entendu, mais je ne suis pas bourgeois de gauche, je ne le crois pas. Non, mais je ne le suis pas. Et puis d'autres, des gens de conditions modestes adorent le théâtre et adorent le cinéma, et eux, ça les emmerde aussi, quoi. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant que tu dises qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas tellement de salles de cinéma en Ariège, et il n'y a pas tellement de théâtre, il n'y en a pas assez. Mais du coup, effectivement, on voit cette colère des acteurs et des actrices du monde de la culture. Est-ce que tu te dis que cette colère, elle est genre avant tout, comme tu dis, urbano-centrée, parisiano-centrée, et que parce que les problématiques sont différentes en Ariège. C'est ça le problème, c'est que des artistes, des créateurs, des créatrices, il y en a sur tout le territoire national. Nous, en Ariège, on en a, mais énormément, et qui sont dans une situation précaire, très précaire, comme je crois c'est 50
3% des gens qui font de la BD sont sous le seuil de pauvreté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vivent un petit peu dans chaque secteur de leur travail, mais c'est une élite. Et la politique de ce gouvernement, notamment, c'est de conforter ces élites-là. Tu vois, par exemple, tu prends des subventions ou des choses comme ça, c'est sur projet pour promouvoir les élites. Hein, et pour essayer, ils disent, de faire du soft power ou des choses comme ça. Tu prends par exemple les FRAC, les Fronts régionaux d'action culturelle. Leur idée, c'était de promouvoir des jeunes talents, des choses comme ça, notamment au niveau des arts plastiques. Eh bien, ils sont tombés dans une démarche muséale et ils stockent des artistes français connus, des étrangers, des choses comme ça. Non, en fait, ils se font un musée. Alors, c'est pas du tout... voilà, la problématique est là. Et l'énorme problématique, on a parlé du défaut de salles de diffusion de spectacles, que ce soit cinéma et de spectacles vivants sur le territoire, c'est une inégalité territoriale, et comme je le dis dans mon bouquin, et ça confine à la discrimination, carrément. Parce que, quand je te dis qu'on n'a pas d'établissement où il est inscrit théâtre au fronton, chez nous c'est grave, un département entier. Je ne sais pas si on est le seul, mais en tout cas, nous, voilà. Ce sont des salles polyvalentes qui nous accueillent. Moi, j'étais ancien président d'un festival de théâtre. Et on était SDF, c'est-à-dire qu'on allait jouer là où on pouvait jouer, et on s'accommodait de pas mal de choses. Et surtout, les gens qui jouaient s'accommodaient de pas mal de choses. Voilà, et les techniciens aussi, bien sûr. C'est quoi le problème avec la salle polyvalente? Pourquoi il faudrait forcément faire, par exemple, du théâtre dans un théâtre? Le problème, c'est techniquement, et puis les conditions de jeu et des choses comme ça, et les jauges. On n'a pas de jauge. Imagine-toi les gens, quand on veut... Mais il y a une demande. Mais bien sûr qu'il y a une demande. C'est ça qui est... Mais alors ça, c'est aberrant. C'est que les gens ne comprennent pas qu'au fin fond de mon Ariège, les gens ont le droit de penser, de créer, de profiter d'un spectacle, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et, excuse-moi, c'est pas ta faute, loin de là, mais ta réaction est super symptomatique. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre aussi, que la France insoumise doit promouvoir cette égalité territoriale, alors en termes de diffusion culturelle, mais en termes surtout de création. Sur la création, les premiers qu'il faut aider sont les créateurs, véritablement. Alors j'ai proposé une loi d'un fonds d'aide à la création artistique, notamment, qui fonctionnait, où on donnait 3 mois par an des subsides aux gens pour créer, et ça pouvait être cumulable, tu vois, pendant 3 ans, parce que tu as des créations qui peuvent durer 3, 6, 9 mois. Et les recettes, on allait les chercher notamment sur tous les œuvres publiques qui étaient tombées dans le domaine commun. Et on prenait 1% sur le bénéfice d'une démarche lucrative de démonstration d'une œuvre. Je dis démonstration parce que ça peut être aussi une performance, ça peut être autre chose, des photos ou quoi. Et donc à partir de ce moment-là, on avait largement de quoi financer et aider les créateurs. En fait, le truc, c'est qu'il faut enfin créer un statut social des créateurs. S'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de diffusion. S'il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de mémoire. Et s'il n'y a pas de mémoire, eh ben, il n'y a pas de perspective. Et s'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de création. Effectivement, c'est le point de départ de ton livre, enfin de la partie manifeste de ton livre. C'est la colonne vertébrale. C'est la création, effectivement. Tu l'écris, les politiques publiques en faveur de l'art tracent un chemin de civilisation. Ok. Mais du coup, il faut créer les cadres institutionnels, c'est ce dont tu viens de parler, pour permettre cette création, mais j'ai pas très bien compris en fait à qui est-ce que ça pourrait s'adresser en fait. Qui est artiste selon toi? Est-ce que c'est pas à moi d'en décider. Ah mais c'est à qui d'en décider? Je comprends, c'est pas on n'est pas dans on n'est pas l'URSS, on va pas te dire. Ouais, exactement. Ça, pas, mais alors, qui décide? Eh bien, écoute, ça sont des collèges à monter. À un moment donné, il faudra que les usagers, comme on dit, les usagers des services publics, les usagers de l'art, en gros, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui regardent, qui écoutent. On espère tout le monde. Voilà, ouais, voilà. Donc, partout, doivent être aussi intéressés à ceci. Il faut que ce soit les artistes eux-mêmes. Il faut que ce soit un consensus sociétal. Parce que l'apport des créateurs dans la construction de nos sociétés est incommensurable. Mais regarde autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même ne serait-ce que... Parce que je parle dans la culture, et pas seulement des arts. Parce que l'art est une chose, et l'art devient culturel à partir du moment où il est transmis, et où il est diffusé, et où il s'inscrit dans la mémoire.
Au moment où l'homme préhistorique pose la main sur la pierre et qu'il souffle et que sa main arrive en négatif sur la pierre, le moment où il le fait, c'est de l'art. Le moment où il le codifie, à partir du moment où ça devient quelque chose, il le transmet ou quoi, là, ça devient culturel. Parce qu'il lui donne une signification. Alors, c'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas nous décider qui est artiste. Ça ne peut pas être le Parlement, mais c'est l'ensemble de la société qui, à un moment donné, dit « mais oui, bien sûr, pourquoi pas ?» Et puis, on a un dispositif d'aide dans cette proposition de loi aux jeunes artistes. Aux jeunes artistes qui démarrent. Parce qu'à ce moment-là, on peut m'opposer, ouais, mais dans ta proposition de loi, on aide aussi que les gens qui sont confirmés. Non, justement, on aide aussi les jeunes artistes. Donc voilà, les gens qui sont confirmés, on ne va pas leur demander de prouver qu'ils sont artistes. Et les jeunes artistes, eh ben, on va leur dire, bah, écoute, ouais, ok, ça marche. Faisons-le une fois, mais tu as le droit tous les 3 ans. On peut, tu vois, c'est pas une question d'argent. Parce que c'est ça le problème de la création et de l'art. C'est qu'on l'a cantonné, et on en parle maintenant d'ailleurs d'industrie culturelle. Et ça, je l'explique, c'est pour ça qu'il y a un volet historique. Tu dis, le livre est historique. Je dis, non, il y a un volet historique pour qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là et ce que nous voulons faire après. Quand on prend le plan Marshall ou quand on prend l'entertainment, c'est ça l'entertainment. C'est-à-dire qu'on pose les bases d'une valeur de l'art et une valeur économique de l'art. Donc en fait, la qualité, entre guillemets, de l'art est signifiée par rapport à l'argent qu'il va rapporter. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà le problème. À un moment donné, il faut savoir déconnecter l'art et la création du marché. Et c'est ce que devrait faire la politique publique. Entendre ceci, ne pas prendre le paradigme économique seulement pour l'art. Et dire l'art sert à autre chose, c'est comme un soin, c'est comme une éducation, comme l'éducation nationale, c'est comme la santé. La culture est un droit. Et ici, tu vois, dans l'hémicycle à côté, quand j'avais fait ma proposition de loi dans la niche, quand j'avais posé ma proposition de loi, ils comprenaient mais absolument rien à ce que je racontais. Parce que eux, pour l'art, ils étaient dans la diffusion, ils étaient dans l'industrie culturelle, tu vois, et ils étaient là, quoi. Moi, je parlais de création, je leur dis, mais non, mais tout ça, vous avez déjà des dispositifs, là. Moi, je vous parle de création. Et pour pouvoir avoir la diffusion de nouvelles œuvres, il faut qu'il y ait des créateurs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, et la culture, c'est plus vaste que l'art. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire la culture, c'est aussi l'éducation. Et c'est tout plein d'autres choses. Merci Michel. Je t'en prie.